Bonsoir à tous, hein. Bonsoir. Je vois les messages qui défilent. Si vous regardez bien sur votre fenêtre, il y a une fonction question-réponse. J'aimerais vraiment qu'on ait, à défaut d'avoir un véritable échange, qu'il y ait un maximum de questions et que je puisse y répondre. En espérant qu'il y a parmi nous, parmi vous, des Zemmouriens qui me poseront des questions, des questions un peu difficiles, qui me poussent dans mes retranchements. Donc, ici, j'ai les... Tourne un peu le micro vers toi. Mais parle bien Voilà. dans le micro. Alors, il faut que je regarde les questions. Je vais les lire et puis je vais choisir celles qui me paraissent si tu veux que je les file. pertinentes. Oui, alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Ouais, j'en ai déjà parlé. Avez-vous envoyé ce livre à Éric Zemmour? Non, je ne lui ai pas envoyé. Je pense qu'il le lira. Et je pense qu'il a déjà lu de toute façon la toute première version envoyée à l'éditeur initial. Et si ce n'est pas déjà fait, il le fera par lui-même. Y a-t-il un lien entre le khazar, le sionisme et une partie de l'islam? Non, ça n'a aucun rapport. Je réponds très rapidement. Que pensez-vous des rumeurs de la présentation à l'élection présidentielle de Zemmour? Alors là, oui, j'ai commencé à y répondre brièvement. Comme je vous l'ai dit, s'il est envoyé à la présidentielle, si on l'envoie concourir à la présidentielle, ce sera pour plusieurs raisons, enfin 2 raisons principales. 1, affaiblir Marine Le Pen ou l'empêcher d'arriver au second tour. Et deuxièmement, jouer le rôle de rabatteur, c'est-à-dire lancer un filet sur une bonne partie de la droite et les ramener dans le giron du système. Ce qu'il faut rappeler d'ailleurs, c'est que Patrick Buisson, donc l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, avait poussé Éric Zemmour à se présenter déjà aux européennes de 2019. Et ce qu'on a appris très récemment, via une enquête de l'Express, c'est que des banquiers ont rencontré Éric Zemmour en 2019 dans un salon privé près de l'Élysée pour lui proposer de financer sa campagne sur une liste indépendante aux élections européenne de 2019, ce qu'il avait refusé à ce moment-là. Donc, vous imaginez bien, si Éric Zemmour était un homme dangereux pour le système, qu'il défendait véritablement les intérêts de la France, il ne serait pas soutenu par des milliardaires et des banquiers ne lui proposeraient pas de financer sa campagne. Alors, bonsoir, j'ai entendu parler des khazars qui dominent le monde. Pourrais-tu me dire s'il y a un lien entre Junius Frey et ses ascendants? Alors, bon, pour les deuxième question sur les khazars, bon, les khazars, c'est un peuple ancien qui vivait dans la région qu'on appelle aujourd'hui la Géorgie, au nord de la mer Noire, qui avait un roi au 8e siècle qui s'était converti au judaïsme, et par suite son peuple, donc les khazars, donc un peuple euro-asiatique, s'était converti par suite donc au judaïsme. Et les Juifs de Russie, d'Europe centrale, sont majoritairement non pas les descendants des Hébreux, mais les descendants de ce peuple khazar converti au judaïsme. Donc les gens qui disent les khazars dominent, etc. Non, simplement, les khazars, ce sont les Ashkénazes qu'on va retrouver à des postes effectivement importants après la révolution bolchevique, à des postes importants en Europe centrale et aujourd'hui aussi aux États-Unis et même en France. Tu peux là. Il faut que je parle bien devant le micro. Ah oui, d'accord, ok. Alors, le clan Zemmour est-il réellement programmé pour diriger la France ou pour faire imploser le pays? En fait, comme je l'ai dit, le clan Zemmour, c'est le clan Sarkozy. Donc l'objectif de ces patrons,
milliardaire, donc de l'oligarchie, c'est de maintenir sa position, maintenir leur position, garder le contrôle du pays, mais ce n'est pas en opposition avec l'idée de détruire le pays. Mais quand on dit détruire le pays, c'est pas forcément un pays à feu et à sang. C'est en fait la situation actuelle du pays de la France, c'est-à-dire la destruction programmée de son économie, la paupérisation de la classe moyenne, pour qu'il n'y ait plus en fait qu'une minorité extrêmement riche et une masse appauvrie. C'est cette oligarchie qui est derrière Zemmour et pas seulement derrière Zemmour, a pour volonté de tiers-mondiser la France. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, une masse de gens très pauvres, de la disparition de la classe moyenne, pilotée par une oligarchie. Il faut comprendre que ces gens-là, pour maintenir leur position, garder le pouvoir ou reprendre la main, parce que ce sont des factions qui s'affrontent, ils ont pour, comment dire, il y a pour condition, la condition, c'est que le peuple, notamment la classe moyenne, reste faible. Et donc, effectivement, ça passe par la destruction de la société jusqu'à son anomie. Alors, est-ce que la fonction terminale de Zemmour est de faire réélire Macron ou un autre candidat du système? Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que, tout comme en 2007, donc 2007, une période où Zemmour faisait la promotion du candidat Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, son rôle demeure le même, en fait. Faire réélire le candidat du système ou faire élire un autre candidat du système. Mais sa fonction demeure la même. Alors, si l'on considère que Zemmour se construit un profil politique ou présidentiable, qui sur l'échiquier politique pourra s'opposer non seulement à son discours, mais aussi à sa personne? Philippot? Ah oui, bonne question. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je pense que Philippot fait partie fait partie du projet, disons. La présence de Philippot sur les plateaux de télévision, notamment CNews, où officie Zemmour et qui appartient à Bolloré, l'ami de Sarkozy, n'est pas la présence de Philippot n'est pas fortuite selon moi. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la neutralisation de François Asselineau et la mise sur le tremplin médiatique de Philippot quasi simultanément. Il faut se rappeler que Philippot, quand il était chez Marine Le Pen, donc au Front National, il était envoyé, il était chargé d'aller aux réunions de l'UPR, écouter François Asselineau et prendre des notes. C'est-à-dire qu'il pompait un peu le programme et les idées de François Asselineau à cette époque-là déjà. Donc en fait, déjà à cette époque où il était chez Marine Le Pen, Asselineau, Philippot faisait, récupérer les idées les constats et les analyses de François Asselineau pour les greffer au discours de Marine Le Pen, ce qui avait pour conséquence notamment d'affaiblir Asselineau. C'est vrai qu'Asselineau lui-même, son positionnement affaiblissait le Front National. Et je pense que la présence, encore une fois, de Philippot sur CNews s'explique par le fait qu'il a dû accepter le deal que François Asselineau a dû refuser. C'est sur la position néoconservatrice. En fait, le clivage, il est là, en gros, à droite. C'est-à-dire que François Asselineau, et Philippot après lui, a un discours anti-euro, anti-Union européenne, souverainiste,
même s'il ne se déclare pas souverainiste, mais bon, vous m'avez compris, mais aussi très critique vis-à-vis du néoconservatisme américain qui s'est implantant en France avec Nicolas Sarkozy. Mais Florian Philippot, lui, qui a récupéré le discours d'Asselineau, a accepté de se mettre, à la remorque d'Éric Zemmour. Il a défendu Éric Zemmour, il a défendu la liberté d'expression d'Éric Zemmour sans dire un seul mot concernant l'écrivain français militant nationaliste Hervé Ryssen envoyé en prison pour la même raison, c'est-à-dire le muselage. C'est un prisonnier politique qui a, dépassé les bornes de la liberté d'expression. Alors lui, Philippot n'en a absolument pas parlé. Il a aussi pris fait et cause pour Zineb El Razoui, qui, comme on le sait maintenant, vit aux Émirats Arabes Unis, dans un pays musulman, a des riads au Maroc, et est marié à un homme responsable Proche-Orient de chez Rothschild, qui travaille avec les Saoudiens, notamment dans la finance islamique. Et sachant cela, puisque je l'ai interpellé d'ailleurs sur le sujet, Philippot a pris sa défense. En fait, Philippot s'est mis à la remorque des néoconservateurs. Et je pense que c'est ça le deal qui lui permet d'être toutes les semaines sur CNews. Et lui, Philippot, il occupe, la place de François Asselineau, notamment sur la critique très bonne qu'il fait du confinement, du semi-confinement et de la politique sanitaire du gouvernement français. Donc les néoconservateurs, toute cette clique sarkozyste et ces oligarques ont recruté d'une certaine manière Philippot pour qu'il occupe cette place de défenseur de la liberté d'expression, contempteur de l'Union européenne, du libre-échange dont il ne parle plus d'ailleurs. Il ne parle plus d'euro, il ne parle plus de libre-échange, de protectionnisme. Philippot, en tout cas, il en parle certainement beaucoup moins. Et il est axé sur la question des masques, du confinement, etc. C'est ce qui est une très bonne chose, mais c'est exactement le même discours que François Asselineau. Donc on est toujours dans une logique de conquête de parts de marché. Et je le répète, Florian Philippot est, je le pense, partie prenante de ce dispositif. Alors, le néoconservatisme occidentalo-américain s'apparente-t-il dans une perspective franco-israélienne au national-sionisme? Oui, national-sionisme, nationalisme pro-israélien, tout ça c'est la même chose. Et le néoconservatisme, c'est pareil. Aux États-Unis, les néoconservateurs se présentent comme des patriotes américains, comme des défenseurs de la nation américaine. Mais dans les faits, ils détruisent cette nation puisqu'ils l'ont poussée dans des guerres inutiles contre les ennemis d'Israël, simplement pour faire plaisir à Israël, en application du plan Oded-Yinon qui a été actualisé par les néoconservateurs sous George W. Bush, qui s'appelle The Greater Middle East Initiative. C'est un plan israélien de morcellement, de destruction des pays musulmans, à commencer par les pays proches géographiquement d'Israël, qui doivent être détruits pour qu'Israël puisse étendre ses frontières. Donc, les néoconservateurs français, les Zemmour et compagnie, sont autant patriotes français que les néoconservateurs américains sont patriotes américains. C'est-à-dire qu'ils œuvrent, in fine, pour la destruction du pays sur lequel ils se sont greffés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, pensez-vous que si de plus en plus de Français sont mis au courant de la supercherie de la République des Français de souche, il y a peu de virgule, les Français de souche peuvent reprendre le pouvoir? Là, en fait, à ce stade, ce n'est qu'une révolte, Gilets jaunes puissance 10, une véritable révolte qui pourra balayer ce pouvoir
oligarchique et ses auxiliaires qui ont investi tous les organes de l'État français. C'est-à-dire qu'à ce stade, ce pouvoir a déclaré une guerre ouverte au peuple français. On l'a vu avec les Gilets jaunes, avec les gens éborgnés. Les Gilets jaunes, c'était les catégories les plus basses en termes de revenus. Ils étaient entre 1000 et 1500 euros par mois de revenus. Là, avec la politique de confinement notamment, on a la destruction des restaurateurs, donc des classes intermédiaires, aux petites bourgeoisies, des commerçants et autres producteurs. Il y a une véritable destruction programmée de la classe moyenne. Donc, soit cette classe moyenne rejoint la France périphérique dans une révolte à grande échelle, soit elle terminera appauvrie, mais avec un Macron néoconservateur qui, au lieu de s'occuper, ou un autre, au lieu de s'occuper du bien-être, notamment sur le plan socio-économique du peuple français, va leur parler d'islam du matin au soir. Alors, avez-vous eu des nouvelles de l'entourage de Zemmour? Avez-vous la confirmation qu'il a lu la dernière version de votre livre? Est-ce que ce livre le fait bien chier? Désolé pour mon vocabulaire. Je n'ai aucune sympathie ni respect pour ce type. Alors, moi je sais qu'une amie proche de lui a pu avoir le manuscrit, la première version du manuscrit, envoyé à l'éditeur initial. Bon, j'ai eu confirmation, voilà. J'ai eu confirmation qu'elle avait demandé, en tout cas, à l'éditeur de ne pas l'éditer. Est-ce qu'il a lu? Moi, j'ai l'intime conviction qu'il a lu la version que j'avais envoyée au premier éditeur, parce que si une amie proche de lui a demandé à ce que le livre ne soit pas édité, c'est qu'elle l'a lu, qu'elle en connaît le contenu. Et si elle l'a lu, c'est qu'elle l'a fait lire à Éric Zemmour. Le contraire serait extrêmement étonnant. Maintenant, est-ce qu'il a lu mon livre qui est sorti? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de retour ni de Zemmour, ni de son entourage depuis. Et quant au contenu, j'ai pu constater, en tout cas durant mes échanges de mails avec lui, qu'il était désarmé par mes arguments, et qu'il n'avait rien à répondre à mes arguments et qu'il refuse tout débat. D'accord. Le problème, c'est que le micro. Alors, sur le thème des néoconservateurs, quel rôle, selon vous, joue un certain Florian Philippot, qui, tout comme Zemmour, est un exutoire pour les nationalistes? Alain Soral l'a qualifié de retournable. Qu'en diriez-vous? J'ai déjà répondu à cette question, en fait. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué. Alors. Bonjour et merci. Zemmour semble apprécier Marion Maréchal. Si elle est mise en avant ces prochains temps, sera-t-elle sur la même ligne politique? Mais Marion Maréchal-Le Pen est déjà sur la même ligne, à peu près la même ligne politique qu'Éric Zemmour, bien qu'elle ait trouvé son discours de septembre 2019 à la convention de la droite trop sombre. Je pense qu'elle ne doit pas particulièrement apprécier son discours de guerre civile. Mais Marion Maréchal-Le Pen, elle est prise en main par Gilles-William Goldnadel. Je vous invite à regarder la vidéo où elle interviewe Gilles-William Goldnadel. Je ne ferai pas de commentaires, mais regardez l'interview et on a vraiment l'impression que c'est une hôtesse qui sert la soupe à son maître. Donc, il n'y a rien à attendre de Marion Maréchal-Le Pen. Elle peut être mise en avant dans ce vaste dispositif, mais bon, elle n'est pas autonome. Hein. C'est une jeune femme peut-être intelligente, mais elle a des patrons, des donneurs d'ordre. D'ailleurs, il faudrait se poser la question de qui a financé son école, l'ICEP. Quand je vois que le premier conférencier à l'ICEP était Gilles Miaeli, le cofondateur de Causeur, historien israélien proche de l'ambassade d'Israël en France. Bon, les conclusions sont faciles à faire. Donc, Marion Maréchal-Le Pen,
peut être utilisé comme une espèce de mascotte de cette droite néoconservatrice. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège du national-sionisme? C'est ce que je suis en train de faire. c'est diffuser nos analyses, mon travail, celui d'autres, comme celui d'Alain Soral, de Faits et Documents, et d'autres. On n'est pas très très nombreux à faire ce travail, mais on le fait. Comment expliquer le refus de livrer les 2 navires de combat porte-hélicoptère par Hollande au regard d'une mécanique de réseau actif néocon? Je ne peux pas vous parler de la livraison de porte-hélicoptères français à la Russie. Les contrats avaient été signés à la dernière minute, ils ont trop pédalé. Ça peut être simplement un ordre de Washington, hein, sans forcément que ce soit les néoconservateurs, mais bon. Washington et le néoconservatisme, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des frères siamois. Alors, que pensez-vous du chapitre de Zemmour dans son Destin français sur les Rothschild, où il dénonce le parti de l'étranger de la grande famille juive cosmopolite? Alors, je l'ai lu, Destin français, et justement, ce passage sur les Rothschild, je le cite dans mon livre L'autre Zemmour, et si vous lisez attentivement son chapitre sur les Rothschild, il parle de la puissance des Rothschild, mais il dit que la puissance des Rothschild s'est éteinte à la fin du 19e siècle, précisément à la fin du Second Empire, 1870, et qu'il dit que c'est au profit de la banque française Crédit Lyonnais. Donc, la thèse de Zemmour, c'est de dire les Rothschild sont extrêmement puissants, etc., mais de dire à la fin, de toute façon, ils n'ont plus de pouvoir, c'est le Crédit Lyonnais en France qui a le pouvoir. Et donc je démontre dans mon livre que c'est un mensonge, puisque j'explique comment les Rothschild ont continué à étendre leur influence durant le XXe siècle, pas seulement les Rothschild, je parle aussi de Goldman Sachs. Mais vous trouverez d'autres passages, notamment sur Goldman Sachs, très très étonnants de la part d'Éric Zemmour. Je ne vais pas vous dévoiler le contenu de mon livre, mais vous serez très surpris. Il faut toujours lire avec beaucoup d'attention. Entre lire un livre et le décortiquer, il y a 2 mondes. Zemmour est-il un agent du Mossad? Non, pas à ma connaissance. Pas besoin d'être un agent du Mossad. Il fait la promotion d'Israël, puisque ça correspond aux intérêts des réseaux des puissances d'argent qui le portent, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher jusqu'au Mossad. Alors, pouvez-vous reprendre la faille de Zemmour? Je n'ai pas bien saisi. Alors, je crois que c'est quand je parlais de son discours par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous parle d'islam, qui attaque l'islam du matin au soir, qui attaque les musulmans de France tous les jours, alors que les musulmans de France n'ont pas le pouvoir, et qui vous dit en même temps qu'il est favorable à l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite est le cœur historique, idéologique et financier du terrorisme international. Donc Éric Zemmour vous dit qu'il faut se lever et se battre en fait contre les musulmans, ce qu'il a dit à la Convention de la droite, et parallèlement, il est favorable à l'alliance avec le pays qui a promu l'idéologie wahhabite, takfiriste et qui finance les terroristes internationaux. Là, c'est une contradiction flagrante. Et elle s'explique, cette contradiction, par le fait qu'Éric Zemmour a pour patron des gens, une oligarchie qui fait des affaires avec l'Arabie Saoudite. Voilà. Et des contradictions comme celle-ci, il y en a de nombreuses que vous pourrez découvrir dans mon ouvrage. Alors, Florent Philippot, on a déjà... Alors, que pensez-vous de la personnalité Oui, j'ai déjà répondu. Question zémourienne. Le souverainisme évident de Zemmour est-il salvateur?
Je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment du souverainisme. Tout comme les néoconservateurs américains n'étaient pas de véritables patriotes américains. Puisque le souverainisme d'Éric Zemmour consiste à s'allier avec l'Arabie Saoudite, à ne pas remettre en question l'euro qui enferme la France dans un système monétaire et économique qui détruit son industrie. Éric Zemmour, qui a rencontré des banquiers en 2019, n'a jamais parlé de la dette illégitime qui pèse sur la France. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était pour l'annulation de la dette, par exemple. Il ne parle pas de la finance internationale qui soumet la France. Par conséquent, le seul souverainisme d'Éric Zemmour se résume aujourd'hui à la question de la guerre civile. Or, la guerre civile dans un pays, ce n'est pas faire la promotion de la guerre civile dans un pays, ce n'est pas être souverain, ce n'est pas être souverainiste. C'est au contraire achever un pays. La guerre civile, c'est la mort d'un pays. Regardez ce qui s'est passé en Yougoslavie, avec d'ailleurs toujours les mêmes maîtres d'œuvre à la manœuvre. Les réseaux pro-israéliens avec Bernard-Henri Lévy et Bernard Kouchner, dont des proches sont accusés, inculpés de trafic d'organes, l'OTAN, les États-Unis et les réseaux saoudiens. C'est toujours la même chose. Vous avez toujours la même triade infernale. Et regardez le Liban, ce qui s'est passé au Liban, avec toujours les mêmes ennemis en face. Les Israéliens, les Saoudiens et les Américains. Et en réalité, Éric Zemmour, si vous vous penchez sur le réseau qui est derrière lui et l'oligarchie derrière lui, c'est toujours la même imbrication. OTAN États-Unis, Arabie Saoudite, néoconservatisme israélien. Donc non, Éric Zemmour n'est pas un souverainiste. Il œuvre à la destruction de la France. Quelle est l'influence de Sarah Knafo sur la droite néocon? Alors, beaucoup de gens ont découvert récemment, tout comme moi, l'existence de Sarah Knafo, qui est une jeune énarque, qui est la conseillère d'Éric Zemmour, qui est à Éric Zemmour ce que Florian Philippot était à Marine Le Pen. C'est une énarque, elle est haut fonctionnaire, elle occupe un poste à la Cour des comptes. Elle est de confession juive et elle dit qu'à la maison, les livres de Charles Péguy sont à côté de la Torah et qu'elle se sent, comme Éric Zemmour, juive de culture chrétienne. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gravité dans les milieux nationalistes, autour des milieux nationalistes français. Mais je n'en sais pas plus. À ce stade, je n'ai pas d'informations précises sur cette Sarah Knafo, si ce n'est qu'elle conseille Éric Zemmour, et je n'ai pas d'informations par rapport au réseau ou à ses connexions. Peut-être que ça viendra, mais je n'ai pas d'informations particulières à ce propos, à part que, comme le rapporte l'Express, c'est par sa famille qu'elle a connu Éric Zemmour. Donc c'est une amie de elle est issue d'une famille amie de la famille d'Éric Zemmour. Voilà, c'est tout ce que je sais. Bonjour, merci pour votre travail. Merci. Est-ce vraiment dangereux pour le système si Marine Le Pen arrive au second tour? Voilà. Non, ce n'est pas dangereux pour le système. La dernière fois, elle a assuré la réélection, enfin l'élection d'Emmanuel Macron. Là, en 2022, compte tenu en fait de la situation politique et économique, compte tenu du fait qu'un certain nombre de gens de droite, l'électorat de gauche, pardon, une partie de l'électorat de gauche refuse apparemment, d'après ce qu'ils disent, de voter, d'après Libération, de voter pour Emmanuel Macron, même si il est face à Marine Le Pen en 2022, parce qu'Emmanuel Macron, comme je vous l'ai dit, a opéré un tournant néoconservateur, donc droitier, pour draguer une partie de l'électorat de la droite, disons la droite traditionnelle, cette droite la plus bête du monde, qui avait déjà massivement voté pour Emmanuel Macron en 2017.
là, elle pourrait avoir des chances de l'emporter. Peut-être que c'est pour cette raison qu'ils veulent envoyer Éric Zemmour dans l'arène politique pour assurer la défaite de Marine Le Pen au premier tour ou même au second tour. Parce qu'il ne faut pas oublier que Éric Zemmour n'a jamais appelé à voter pour le Front National. Ni pour le Front National de Jean-Marie Le Pen, ni pour le Front National de Marine Le Pen. Puisque, comme je vous l'ai dit, il travaille pour les candidats du système, comme il a travaillé à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc, mais compte tenu, là, du discours de Marine Le Pen, qui se concentre sur l'élevage de chats, qui a déclaré récemment qu'elle était pour le remboursement de la dette, donc refus total d'annuler une dette illégitime qui pèse sur les Français. Elle est pour la vaccination. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de différence entre le discours de Marine Le Pen et le discours du pouvoir. D'ailleurs, souvenez-vous, durant la crise des Gilets jaunes, elle n'a pas, à aucun moment, fait de discours contre la politique macronienne qui a éborgné à tour de bras des Gilets jaunes. Pourtant, la majorité des policiers, gendarmes, policiers, votent pour Marine Le Pen. Elle aurait pu, comme l'avait souligné d'ailleurs le démographe Emmanuel Todd, elle aurait pu faire deux discours pour rallier la police aux Gilets jaunes, ou du moins calmer leurs ailes. Ce qu'elle n'a pas fait. Donc Marine Le Pen, depuis sa défaite en 2017, ne fait qu'accompagner le système politique dans sa politique, justement. Elle pourra même, in fine, au point où elle en est, faire partie d'un gouvernement de coalition avec Macron et les frères de Villiers, etc. Alors, que pensez-vous du mouvement de Florian Philippot ? Ce mouvement fera-t-il partie de la constellation des partis nationaux sionistes que veut cibler Zemmour ? Oui, j'ai déjà répondu à la question. Je pense que Philippot fait partie du dispositif. On le saura, on le verra bien assez tôt, mais de toute façon, Florian Philippot n'existe pas par lui-même. Je ne sais même pas s'il a déjà gagné des élections, même locales. Son parti, les Patriotes, ne gagne des adhérents que parce qu'il est chaque semaine sur CNews. Donc c'est Bolloré qui fait exister les Patriotes de Florian Philippot. Je remarque que lorsqu'un restaurateur se risque à ouvrir son restaurant, il a une fermeture administrative, alors que Florian Philippot organise des manifestations toutes les semaines, tous les samedis sans masque, avec la police qui ne fait rien, ce qui me paraît surprenant. Donc, de mon point de vue, tous les signaux d'alerte sont allumés autour de Philippot pour me faire dire qu'il était intégré au dispositif. Voilà, malheureusement, mais bref, je vais arrêter sur Philippot. Alors, donc, Zemmour n'agit pas de son propre chef, mais étant poussé par des réseaux plus puissants et étant protégé par ces mêmes réseaux. Ah oui, évidemment, je l'ai dit et répété, j'ai donné un certain nombre d'arguments, et d'ailleurs, même quand il est condamné par un tribunal, il a été relaxé, là, récemment, par rapport à ses propos sur les Juifs et le maréchal Pétain, il a été relaxé. Mais quand il est condamné à 10 000 € d'amende. Mais est-ce que vous savez combien touche Éric Zemmour par mois en termes de salaire, juste pour passer à la télévision? C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est entre 30 000 et 40 000 € minimum qu'il touche par mois. Sans parler de ces ouvrages qui se vendent par centaines de milliers d'exemplaires grâce à la télévision, grâce à la promotion digne d'un blockbuster américain. Des centaines de milliers d'exemplaires vendus, en termes de droits d'auteur, ça donne des millions d'euros. Donc, Éric Zemmour est millionnaire. Donc, quand il est condamné à 10 000 € d'amende, c'est même pas une semaine de travail pour lui. C'est quelques jours. C'est quelques jours de présence sur un plateau de télévision. Donc, oui, il est protégé par le système. Chaque fois qu'il a un petit procès, une petite amende, tous les journaux droitards prennent sa défense, Philippe de Villiers et toutes les cliques. Or, je vous rappelle que
révisionniste français du nom de Vincent Renoir, a fait de la prison ferme. Il est allé en prison. Hervé Ryssen, qui est un écrivain, est actuellement en prison. L'humoriste Dieudonné a été condamné à des centaines de milliers d'euros d'amende, sans parler des peines de prison ferme qui sont au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. À aucun moment, vous n'entendez Éric Zemmour prendre leur défense. Mieux encore, proche d'Éric Zemmour, Gilles William Goldnadel. Je vous l'ai dit, ancien vice-président du CRIF, président de France Israël et président de l'association Avocats sans frontières. Eh bien, Gilles William Goldnadel, via son association, a contribué à envoyer en prison Hervé Ryssen. Ils lui ont intenté de nombreux procès, avec à leur côté la LICRA, l'UEJF et SOS Racisme. Or, Gilles William Goldnadel est proche de Zemmour. Donc les choses sont claires. Je veux dire, Éric Zemmour roule avec les gens qui défendent leur pays et qui sont envoyés en prison pour avoir tenu des propos outrageants pour le pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, les choses sont claires lorsqu'on connecte toutes les données. Pouvez-vous nous en dire plus sur Vincent Bolloré, qui tient à la fois CNews, la chaîne de Zemmour, et C8, celle d'Hanouna? Alors, Vincent Bolloré. Puisque vous me posez cette question, je vais vous répondre. Il est connu pour être l'héritier de la famille industrielle bretonne Bolloré. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, l'actionnaire majoritaire de la papeterie Bolloré était Edmond de Rothschild. La grand-mère de Vincent Bolloré, dont il était proche, très proche, qui avait beaucoup d'influence sur lui, sa grand-mère maternelle, avait pour nom Nicole Goldschmidt. Elle était la descendante, l'héritière de la famille juive allemande Goldschmidt, grande famille de banquiers qui a émergé au XVIe siècle, et qui est une famille de banquiers qui a participé au développement du capitalisme par action, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs mariages entre la famille Goldschmidt et la famille Rothschild. D'ailleurs, Nicole Goldschmidt était très proche d'Edmond de Rothschild. Et, en plus de cela, c'est que, en plus de ça, information intéressante, Nicole Goldschmidt travaillait pour le contre-espionnage français, le SDES, et elle était l'agent de liaison entre les services français et les services secrets israéliens. Donc Vincent Bolloré, qu'on nous présente comme un industriel breton de souche, est en réalité, non, je veux dire, il est, en plus d'être descendant de la famille bretonne Bolloré, il est le descendant de la famille juive allemande de grands banquiers Goldschmidt, et dont la grand-mère qui l'a beaucoup influencé était proche des Israéliens. Donc voilà pour ce qui est de la généalogie très intéressante de Vincent Bolloré. Êtes-vous satisfait de l'engouement de votre livre? Oui. Alors, le livre connaît un véritable succès. Quelques jours après sa sortie, l'éditeur a lancé une réimpression. Il se vend très très bien. Sur Amazon, là, il était aujourd'hui 24e dans la catégorie actu politique, c'est-à-dire une ou deux places juste derrière, par exemple, le livre de Gilles Kepel, dont la publicité est dans la rue. C'est-à-dire que si vous baladez, par exemple, sur les quais de Seine, vous pouvez voir en 4x3, je dirais pas en 4x3, mais sur des grands panneaux publicitaires, le dernier livre de Gilles Kepel. C'est-à-dire que sur Amazon, mon livre se vend aussi bien et mieux que certains livres qui sont promus à la télévision, à la radio, dans les journaux, partout. Donc oui, je suis plutôt satisfait du succès et de l'engouement qu'il y a autour de ce livre. Oui. D'ailleurs, tu peux rappeler ta prochaine
une séance de dédicace. Oui, alors oui, j'ai une nouvelle séance de dédicace, puisque la séance de dédicace précédente comment dire, il y avait tellement de monde, tellement de gens qu'un certain nombre d'entre eux ont dû rebrousser chemin parce qu'il faisait très froid. Donc, on va donner organiser une nouvelle séance de dédicace à la librairie Vincent le samedi 13 mars de 14h à 17h. Donc, librairie Vincent, 115 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e métro, école militaire. Voilà. Alors, en quoi Onfray ferait office de jonction comme évoqué? Alors, ce que je dis, c'est que Michel Onfray, qui n'est franchement pas très malin et pas très fin intellectuellement, est passé d'une position 68arde radicale à une espèce de souverainisme en fait néocon du jour au lendemain. Et il a pour rôle d'opérer une jonction entre ces milieux néoconservateurs bourgeois, représentés par Zemmour, et la France populaire des Gilets jaunes, la France périphérique. En fait, Michel Onfray tient un discours qu'on pourrait qualifier de populiste, puisqu'il est comment dire, considéré par ce milieu oligarchique comme étant bon français d'origine paysanne qui aurait une influence sur la France populaire, qui serait suivie par la France populaire. Or, c'est faux. Michel Onfray n'a jamais représenté la France populaire. Il a peut-être tout au plus représenté une certaine bourgeoisie de gauche libertaire, mais pas le peuple français, pas la France périphérique. Et il est censé, avec son discours faussement favorable aux Gilets jaunes, rapprocher deux blocs sociologiques. En fait, la difficulté de cette droite sarkozyste zémourienne, c'est que, en se rapprochant de Macron, ils peuvent opérer une jonction qui avait déjà été opérée par Macron en fait en 2017. C'est celle de deux catégories sociologiques: la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite. La bourgeoisie de droite, notamment, qui a manifesté lors de la manif pour tous contre le mariage homosexuel, etc., a massivement voté pour Macron, bien qu'il soit qu'il ait été et qu'il soit toujours un futur candidat pro-LGBT. Bref, et ça ne suffit pas en réalité sur le plan électoral. Alors, pour 2022, Michel Onfray, censé représenter la France populaire, a été envoyé à la rescousse. Et on l'a vu, il a débattu 2-3 fois avec Éric Zemmour, faisant l'éloge d'Éric Zemmour, etc. Il est censé convaincre le peuple français, les Gilets jaunes, la France périphérique, que Éric Zemmour et toute cette clique sont des patriotes, des souverainistes, et qu'il faut opérer cette union des droites et des gauches avec la France populaire. En fait, c'est ça le fond de l'opération Onfray et de l'axe Onfray-Zemmour. Mais le problème, c'est que Michel Onfray, avec son discours délirant pro-israélien, notamment à la télévision israélienne I24 News, il s'est annulé politiquement. C'est-à-dire que cette droite croit avoir ramené à elle la France périphérique avec Michel Onfray, mais puisque Michel Onfray, comme je l'ai dit, ne représente que lui-même, il a opéré seul en fait cette jonction avec les néoconservateurs. Et comme je l'ai dit dans mon entretien avec Rivarol récemment, il s'est annulé politiquement avant même d'exister. Donc pour résumer, Michel Onfray est censé drainer avec lui, sur le plan sociologique, la France populaire et opérer la jonction avec l'électorat droitard. Mais à mon avis, ça ne fonctionnera pas.
2001 est une date importante, mais ne faudrait-il pas remonter plus loin à la première guerre du Golfe de 1991? Oui, mais on pourrait encore remonter plus loin. Ce que j'ai voulu faire, là, durant mon intervention, c'est de replacer dans un contexte Éric Zemmour. Et la véritable période d'activité d'Éric Zemmour, c'est les années 2000. Et je le replace dans son contexte pour que vous compreniez, que vous saisissiez la nature de son discours ou de ses discours et l'évolution de ce même discours, tout simplement. En quoi le logiciel de Marine Le Pen est-il différent aujourd'hui de celui de Zemmour? Le logiciel, je sais même pas si dans le cas de Marine Le Pen on peut parler de logiciel en fait. Parce que entre le discours qu'elle tenait en 2012, le discours qu'elle tenait en 2017 et le discours qu'elle tient aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à trois personnages différents. En réalité, il y a le Front National, enfin le parti de Marine Le Pen aujourd'hui, a viré, disons, vers la gauche sociétale. Souvenez-vous de son refus de participer à la manif pour tous, etc. Elle est entourée, je le rappelle quand même, d'homosexuels, ce qui explique aussi peut-être sa position vis-à-vis du mariage homosexuel. Et en fait, le discours, aujourd'hui, le logiciel de Marine Le Pen, il est, disons, gaucho-libéral. C'est-à-dire plus de critique du libre-échange, plus de critique de l'euro, là c'est comme Zemmour, libéral, et un discours sur la question des valeurs de la France traditionnelle. Là, elle n'est pas présente. Zemmour, disons, est présent. Et tout comme Zemmour, à aucun moment on ne les a entendus de façon radicale, nette, claire, condamner la politique du gouvernement macronien vis-à-vis des Gilets jaunes. Donc en fait, leur discours se distingue sur les points de détail, mais en réalité, sur le fond, ils roulent pour le pouvoir. Alors, question suivante. Quel est l'objectif final des néocons à l'échelle mondiale et de Zemmour à l'échelle de la France? Que gagneraient Zemmour et ceux qui le soutiennent concrètement à une guerre civile ethnique en France? Alors, à l'échelle mondiale, les néoconservateurs sont des impérialistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'appareil militaire américain pour accomplir des objectifs qui sont parfois diamétralement opposés aux objectifs même de l'impérialisme américain. Souvenez-vous de Zbigniew Brzezinski, grand géostratège américain, qui déclarait en 2010, je cite, « Nous ne devons pas être des mules suivant les Israéliens dans toutes les guerres qu'ils mènent. » Donc en fait, Zbigniew Brzezinski, impérialiste américain, était conscient que le néoconservatisme, c'est-à-dire la politique pro-israélienne des États-Unis, menait les États-Unis à leur perte. Donc les néoconservateurs, leur projet est d'utiliser l'appareil d'État américain et par suite les vassaux des États-Unis, c'est-à-dire les pays européens, dans des guerres en faveur d'Israël, en partie. Mais les États-Unis ont aussi une géopolitique propre de contention vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine. Maintenant, vis-à-vis de la France, les néoconservateurs comme les impérialistes américains ont toujours voulu, notamment depuis l'époque du général de Gaulle, affaiblir la France pour la soumettre. Affaiblir la France pour la soumettre. Et le discours de guerre civile ethnique d'Éric Zemmour a pour finalité d'affaiblir plus encore la France et de la soumettre. Parce qu'un pays comme la France, déjà affaibli, déclassé à l'échelle mondiale, si ce pays entrait dans une guerre civile ethnique, c'en serait fini de la France. C'en serait fini de la France en tant que société, mais ça en serait aussi fini de la France en tant que puissance politique régionale européenne.
Donc il est là le problème, c'est qu'il faut bien intégrer qu'un discours de guerre civile vise à affaiblir la France. Et ce n'est pas en contradiction avec les objectifs impériaux des États-Unis et des néoconservateurs et des pro-israéliens vis-à-vis de la France. Donc le discours politique de Zemmour s'insère dans cette perspective. Et c'est dans cette perspective qu'on peut le comprendre. Alors, pourquoi diffuser votre livre sur la plateforme Amazon, n'est-ce pas une façon de nourrir la bête? Alors, c'est pour une raison simple. Déjà, tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Ils ont le leadership dans le domaine. Mais concernant mes livres Sigest, désormais, j'invite les gens à les commander sur la librairie.com. Concernant l'autre Zemmour, le problème auquel on est confronté avec le boycott, c'est que si je diffuse, et Égalité et Réconciliation diffuse, si on est les seuls en fait à diffuser et à faire la promotion de cet ouvrage, nous prêcherons, pardon, je suis fatigué. Si on diffuse, si on est simplement, s'il n'y a qu'Égalité et Réconciliation, Contre-Culture et moi qui diffusons ce livre, on ne prêchera que des convaincus. Voilà. L'objectif, avec la mise en vente du livre sur Amazon, c'est de toucher un autre public. Un public qui ne me connaît pas, qui ne va pas sur Contre-Culture et qui n'a pas entendu parler de cet ouvrage. Parce que dès lors que vous avez un livre sur Amazon et qu'il est bien classé, qu'il arrive dans les 10, 20, 30, 40 premiers dans une catégorie, ça permet son exposition et ça permet d'attirer un nouveau lectorat, tout simplement. Donc, s'il y avait un Amazon français, je vendrais avec plaisir mes ouvrages sur cette plateforme. Or, ce n'est pas le cas. On fait avec ce qu'on a. Alors, je regarde juste là. D'accord. Marine Le Pen et Zemmour ne sont-ils pas dans le même camp, à savoir pro-sionistes tous les deux, ou existe-t-il plus de nuances entre les deux? Je pense avoir répondu à cette question précédemment. Il y a des nuances, mais ils travaillent tous pour le même pouvoir. Et effectivement, il peut y avoir une méfiance vis-à-vis de l'oligarchie, du pouvoir politique, vis-à-vis d'un parti comme Marine Le Pen, qui est un parti, de toute façon, qui est soumis, mais qui pourrait être utilisé à terme, même après Marine Le Pen, à mauvais escient de leur point de vue. Donc ça reste quand même une force politique qui peut être utilisée. On l'a vu en 2017, arriver au second tour permet l'élection du candidat du système, mais qu'il faut maintenir dans un état de faiblesse pour éviter qu'un prochain président du Rassemblement national qui pourrait émerger utilise ce parti en tant que force politique souverainiste. Alors, bonsoir, Youssef. Est-ce que tu penses que si tu es reçu sur un plateau télé, tu pourras faire autre chose que te justifier sur ton non-antisémitisme? Je n'y crois pas trop, malheureusement. La question ne se pose pas. Je ne suis pas invité par les plateaux télé, donc sur les plateaux télé, donc je n'ai même pas de raison de me poser cette question. Quant à ce que je ferais dans l'éventualité d'un débat, bon, il faut se dire une chose, c'est s'ils ne m'invitent pas sur les plateaux télé, c'est bien qu'ils ont leur raison. Et que je serai en mesure de marquer des points. Quant à mon non-antisémitisme, la réponse, elle est en une phrase. Je n'ai jamais été attaqué en justice et je n'ai jamais été condamné puisque jamais attaqué en justice. Voilà. Pourtant, je suis auteur de 7 ouvrages et de dizaines d'articles. Donc, si j'étais véritablement
antisémite au sens légal, c'est-à-dire apologie de la haine raciale ou je ne sais quoi, ou bref, ce n'est pas le cas. Donc la question ne se pose pas. Voilà. Au second tour, si Marine Le Pen n'est pas présente, qui fera face à Macron si ce n'est pas lui-même blackballé? Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les scénarios sont possibles. On peut avoir une annulation de l'élection présidentielle, on peut avoir un mode de scrutin tellement, comment dire, tellement truqué qu'il ne servirait à rien de voter. Ils peuvent, une des possibilités est qu'ils organisent une sorte de gouvernement d'union nationale. Je veux dire, on est à un stade où, je veux dire, ils ont quand même réussi, l'oligarchie occidentale, à faire confiner 3 milliards de personnes pendant plusieurs mois l'année dernière. Ils ont réussi en France à confiner la population pendant plusieurs mois. Ils ont réussi à installer des couvre-feux à 20h, à 18h, à mettre des masques à tout le monde. Donc, il faut, je pense, oublier la démocratie et le système électoral tel qu'on le connaissait jusqu'à aujourd'hui. On est entré dans une nouvelle ère et ça sera au gré de leur imagination. Voilà. Alors, bonsoir. Comment détruire, saper cette stratégie du courant national sioniste? On fait avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Moi et d'autres, nous n'avons pas les moyens politiques de les contrer sur le plan politique. Donc, ce qu'il faut attendre et alimenter, c'est une révolte du peuple français qui, je pense, adviendra tôt ou tard et peut-être remettra les compteurs à zéro. Mais nous, on fait notre travail d'ordre métapolitique. Voilà, on informe, on cultive les gens, on fait de la recherche, on publie des livres, mais on ne peut pas vraiment faire autre chose. Bonsoir Youssef, avez-vous eu accès aux correspondances épistolaires, email, entre notre président, M. Soral, et M. Zemmour, afin de préparer votre ouvrage? Merci. RPK. Non, j'ai pas eu accès à ces échanges de mails, mis à part ceux qu'Alain Soral a évoqués. Mais pour la préparation de mon ouvrage, non, comme je vous l'ai dit, mon livre est un travail de fond sociopolitique. C'est-à-dire que c'est pas un livre de commérage où je commenterai les échanges épistolaires entre les uns et les autres. C'est un travail de fond où vous avez de l'économique, du religieux, du géopolitique, de la politologie, du sociologique. Vous n'avez pas de commentaires sur des échanges, non. Salam alaikum. Donc, on va faire un musulman. Bon, alors, Zemmour critique souvent l'islam. À votre connaissance, cite-t-il des versets du Coran? Alors, quand il dit, par exemple, qu'il est écrit à toutes les pages du Coran qu'il faut tuer les juifs et les chrétiens, là, il n'a pas de verset sous la main. Pour la simple raison que ces versets n'existent pas. Par contre, il lui est arrivé parfois de prendre en vrac des versets du Coran et de les citer, donc sortis totalement de leur contexte. Vous avez par exemple, j'ai écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle « Les mythes fondateurs du choc des civilisations », notamment sur l'islam et la guerre, le Coran et la guerre, les chrétiens et les non-musulmans dans le monde musulman, les non-musulmans dans le monde musulman et leur statut. J'ai travaillé sur tous ces sujets-là. Donc, il va prendre un verset, notamment un verset de la sourate 9, le repentir, sourate At-Tawbah, où il est question d'une guerre défensive avec des païens qui avaient un pacte
avec le prophète, donc pacte d'alliance, qu'ils ont rompu puisqu'ils se sont ralliés aux ennemis du prophète, donc les Mécois. Donc cette sourate du Coran traite de cet épisode historique. Mais si vous le sortez de son contexte, c'est totalement incompréhensible. Donc il va prendre un verset. Il y a un verset, par exemple, dans le Coran qui dit attrapez-les là où vous les trouverez et tuez-les. Donc c'est 191, 192, sourate 2. Or, si vous ne lisez pas la première partie et si vous ne lisez pas la suite, vous ne comprenez pas. Vous avez juste l'impression que le Coran invite à tuer. Or, il est écrit dans toute la séquence il dit « Expulsez-les de là où ils vous ont expulsés, attaquez-les là où vous les trouverez, c'est-à-dire les agresseurs, les Mécois, ne les attaquez pas près de la mosquée consacrée, sauf s'ils vous y attaquent. S'ils vous y attaquent, attaquez-les pareillement. Et s'ils cessent, cessez. » Donc en fait, le Coran dit, ceux qui vous attaquent, attaquez-les, mais s'ils cessent, cessez à votre tour. Et le verset se termine par Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et il dit, et s'ils cessent, cessez donc, et ne soyez pas des agresseurs, car Dieu déteste les agresseurs. Donc on est dans un cadre de légitimité. Mais si vous prenez la séquence tirée de ce passage du Coran, vous avez l'impression Et donc, c'est la technique d'Éric Zemmour comme de certains. Moi, j'ai eu un échange de mails avec lui où je lui ai demandé de me trouver. Je lui ai même dit, et s'il me trouvait un verset du Coran disant qu'il faut explicitement tuer les juifs et les chrétiens, je l'inviterais au restaurant. Et il ne me les a pas trouvés. Il m'a renvoyé d'autres versets du Coran qui n'ont pas trait aux juifs et aux chrétiens. Donc si ces versets-là existaient, vous imaginez bien que Éric Zemmour les citerait. Voilà, donc là, encore un autre exemple de malhonnêteté intellectuelle. On me dit qu'on a jusqu'à 20h30, sauf si tu veux t'arrêter avant. D'accord, on va continuer. 20h30. Alors, bonsoir. Quelles sont les conséquences de la montée en puissance de Zemmour sur la communauté musulmane française ? En fait, c'est pas seulement la montée en puissance d'Éric Zemmour, c'est toute la propagande médiatique et politique autour de l'islam. On l'a vu avec la loi contre le séparatisme qui est passée et qui va réduire les libertés de culte des musulmans, mais pas seulement des musulmans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les musulmans, là, ne sont encore qu'un prétexte. Les musulmans sont un prétexte pour ne pas parler de la responsabilité de cette oligarchie au pouvoir quant à l'appauvrissement des Français. Et là, cette loi sur le séparatisme, qui est censée concerner que les musulmans, en réalité, elle concerne toutes les associations politiques et organisations. C'est-à-dire que c'est une réduction sous prétexte de combattre l'islamisme, on va réduire les libertés de tous les Français. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il ne faut pas non plus que il y a un discours anti-musulman depuis un certain nombre d'années, notamment depuis 2001. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération, c'est-à-dire dans la paranoïa, et croire que ce ne sont que les musulmans qui sont visés. Ce qu'il faut dire et expliquer, c'est que ce sont tous les Français qui sont visés. Si vous voyez la politique de Macron depuis le début, c'est tous les Français, toutes les catégories, mais elles sont prises les unes après les autres. Un coup, c'est les fonctionnaires, un coup, c'est les retraités. Vous voyez, c'est généralement la classe moyenne. Précédemment, c'était les revenus les plus bas, les catégories inférieures. Maintenant, ce sont les restaurateurs, les commerçants, et ainsi de suite. En fait, toutes les catégories sont attaquées, soit simultanément, soit les unes après les autres, mais en tout cas de façon séparée. Et
en menant cette politique dangereuse, l'État, piloté par l'oligarchie, risque de provoquer la coalition de toutes ces forces sociales en France contre elle. Il est là aussi le danger. C'est-à-dire que si vous attaquez tout le monde, tous azimuts, vous vous retrouvez minoritaire, seul contre tous. Il est là aussi le danger. Quels sont les liens véritables de M. Zemmour et du sionisme israélien si puissant en France? Les liens, je vous les ai donnés. C'est l'oligarchie qui verse un salaire tous les mois à Éric Zemmour et ses liens avec les puissances étrangères, israéliennes, saoudiennes, américaines. Vous voyez ? Il faut voir cela comme un ensemble. Il ne faut pas se focaliser seulement sur le sionisme et Israël. C'est un ensemble. C'est un système d'alliance. C'est pour ça, je le répète, qu'Éric Zemmour dit qu'il est favorable à une alliance avec l'Arabie Saoudite. C'est parce que l'Arabie Saoudite est aussi l'allié d'Israël et que toutes ces puissances étrangères sont représentées, en tout cas leurs intérêts sont représentés et défendus sur le territoire français par cette oligarchie qui verse un salaire à Éric Zemmour. Le jour où Éric Zemmour s'attaquera directement au wahhabisme, aux frères musulmans, mais en pointant du doigt directement le Qatar, l'Arabie Saoudite, les dirigeants français qui touchent des pots de vin, qui gagnent de l'argent dans des contrats, avec des contrats juteux, et qu'il s'attaquera à Israël, etc., vous le verrez disparaître de la télévision, point barre. Alors, on a combien de questions là au total? Plus de 100. Ah oui, d'accord. On va faire encore quelques-unes. Alors, est-ce que Zemmour n'est pas un peu un Attali, c'est-à-dire fait pour rester dans l'ombre de la politique? C'est-à-dire non, parce qu'en fait, ils n'ont pas le même statut. Jacques Attali est véritablement quelqu'un qui fait partie de l'oligarchie. Je ne sais pas si sa fortune est particulièrement importante, mais bon, il a été banquier, il est toujours dans la finance, il siège à des conseils d'administration de grandes entreprises, il a une influence directe sur les présidents de la République depuis le début des années 80. C'est un membre de l'oligarchie. Éric Zemmour n'est qu'un employé de l'oligarchie. Elle est là la différence. Ils n'ont absolument pas le même statut. Zemmour n'est pas un conseiller de l'ombre. Ce n'est même pas vraiment un idéologue. C'est pas quelqu'un qui a une pensée puissante qui pourrait inspirer tel ou tel acteur politique ou dirigeant politique. C'est un bon polémiste, un beau parleur qui est assez spectaculaire. Notamment, on l'a vu, ça a commencé avec Ruquier. Il est assez bon pour plagier les autres auteurs. Mais ça s'arrête là. C'est un porte-parole, ni plus ni moins. Comment expliquez-vous que beaucoup de gens dits de droite soutiennent Zemmour? C'est pas compliqué. Ils leur disent ce qu'ils veulent entendre, tout simplement. Et ils disent que les bourgeois de droite veulent entendre. Il dit ce que les Français de souche agacés par l'immigration et les racailles veulent entendre. Il dit aux bonapartistes ce qu'ils veulent entendre, les gaullistes ce qu'ils veulent entendre, les pétainistes ce qu'ils veulent entendre. Il fonctionne comme un marchand, voilà, qui s'adresse à une clientèle. Il leur vend les produits qu'ils attendent. Tout simplement, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, je suis désolé de le dire, mais la droite française est quand même la droite la plus bête du monde. Et c'est une droite qui agite des valeurs, mais dès qu'il s'agit de leurs intérêts particuliers, eh bien, ils votent pour Macron, qui a été très vite identifié comme un LGBT militant. On l'a vu dès les premiers mois de son mandat. Eux, ça ne les dérange pas.
existe-t-il un courant aussi influent que le néoconservateur qui pourrait le contrebalancer? En fait, le courant le plus important vient de la base, en réalité. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Ce que j'appellerais un social-conservatisme, c'est-à-dire l'alliage des défenses des valeurs traditionnelles et d'un discours ancré sur la dimension sociale, économique, pour le protectionnisme économique, donc contre le libre-échange, le retour à la monnaie nationale, un discours contre la dette, contre la finance. En fait, tout cela n'a pas été formulé de façon très claire par les Gilets jaunes qui manquaient disons, de cadres pouvant le faire pour eux, mais c'était diffus dans les revendications. Donc il y a un mouvement culturel de fond en France qui n'attend qu'un champion pour le représenter. Et l'omniprésence de Zemmour et de toute cette clique, comme Michel Onfray, etc., vise à empêcher l'émergence d'un champion représentant les intérêts réels des Français. Quelle a été l'influence de Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères sous Hollande et par rapport à Zemmour? Je ne vois pas le rapport entre Fabius et Zemmour, mais pendant le mandat d'Hollande avec Laurent Fabius, de toute façon, l'influence. Laurent Fabius est un libéral pro-israélien connu, réputé depuis longtemps. Il a tenu un rôle exécrable, notamment, lui et Hollande, dans le soutien aux groupes terroristes en Syrie. On se souvient de sa fameuse phrase en 2012, disant que Al-Nosra, Al-Qaïda, faisait du bon boulot sur le terrain syrien. On parle de terroristes qui égorgeaient et éventraient des femmes enceintes. Donc voilà pour le rôle de Laurent Fabius, qui n'a jamais brillé pour son patriotisme. Que dire à des gens qui croient fermement en Éric Zemmour de s'en méfier et que le problème principal n'est pas l'islam mais le judaïsme? Ah oui. Alors, faut leur dire de lire mon livre, tout simplement. Tous les arguments sont là. Et il faut... alors, on parle d'islam politique, mais on ne parle jamais dans les médias du judaïsme politique. Moi, je veux bien qu'on parle de l'islam politique. J'ai produit un dossier sur le sujet, moi, j'en parle. Mais j'explique ce qu'est l'islam politique véritablement, à savoir l'instrumentalisation de la religion musulmane à des fins politiques. L'islam politique n'est pas la manifestation temporelle de la religion musulmane. Mais il faudrait qu'on puisse parler aussi du judaïsme politique. Qu'est-ce que le judaïsme politique et quel est son rôle, positif ou négatif, en France? Donc, pour convaincre les gens, je les invite, il faut les inviter à lire mon ouvrage. Et mes ouvrages, en général. Sur le judaïsme, j'ai beaucoup écrit. Comment analysez-vous les 4 heures de prime time de Éric Zemmour de 7 à 8 sans contradicteur à 1 heure de grande audience présentée par la franc-maçonne Christine Kelly? Alors, je ne sais pas si Christine Kelly est franc-maçonne, mais quant au rôle d'Éric Zemmour, le pourquoi de sa présence quotidienne sur CNews, je l'ai expliqué. C'est qu'est-ce qui paye? C'est Vincent Bolloré. Bolloré, c'est les réseaux sarkozystes. C'est le néoconservatisme en France. Donc, Éric Zemmour est présent quotidiennement sur CNews, payé grassement par Vincent Bolloré, pour renouveler le bail du système politique qui a conduit le pays dans cette situation. Il ne faut pas oublier que les gens qui payent Éric Zemmour, qui sont derrière Éric Zemmour, font partie des réseaux et des puissances qui ont mené ce pays là où il est aujourd'hui.
Zemmour se targue de dire que ce sont les Juifs d'Espagne qui ont appelé les musulmans à conquérir ce pays lors de la conquête de l'Espagne dans le Moyen-Âge. Qu'en pensez-vous? Je n'ai jamais entendu Éric Zemmour affirmer cela, mais c'est vrai, ce sont les Juifs du sud de la péninsule ibérique qui ont ouvert les portes aux musulmans morts, c'est des morts, hein, pas des Arabes, les morts sont les ancêtres des Marocains, qui ont conquis l'Espagne. Puis, lorsque les dynasties marocaines, almoravides et almohades, sont arrivées au pouvoir, les Juifs qui ont bénéficié des largesses du conquérant musulman en Espagne ont été déclassés et, pour un certain nombre d'eux, chassés, puisque les Almohades et les Almoravides étaient surpris de voir des Juifs autant de Juifs à des postes clés politiques et financiers. Et c'est ce qui explique pourquoi les Juifs se sont alliés, j'en parle dans mon livre de cela, se sont alliés aux catholiques pour la Reconquista. Ils se sont alliés aux catholiques contre les musulmans. Mais les catholiques qui avaient une bonne mémoire, après s'être débarrassés des musulmans, ont chassé les Juifs. Alors, peut-on considérer que M. Zemmour est la soupape de sécurité du mécontentement français? Oui, c'est cela. C'est qu'il y a eu quand même la révolte des Gilets jaunes, une grogne qui est en train de monter dans les catégories supérieures, les classes moyennes, notamment, je l'ai dit, les restaurateurs, les commerçants. Et la présence de Zemmour vise à empêcher l'émergence d'un personnage politique défendant les intérêts du peuple français et de contourner cette colère, détourner cette colère de sa cible principale, à savoir l'oligarchie. Tout le rôle d'Éric Zemmour et de son discours consiste à empêcher le peuple français de viser son ennemi principal, qui est l'oligarchie au pouvoir, et la dévier vers le voisin de palier, le voisin tout court. Même si la guerre civile n'advient pas, ce discours fait quand même en partie diversion et empêche l'apparition d'un discours désignant, pointant du doigt, l'ennemi principal, l'ennemi politique des Français. Alors, quoi penser du mouvement Génération Identitaire qui a accès facilement aux plateaux de télé et radio? Je ne me suis pas intéressé particulièrement à ce mouvement. Moi, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, les milieux nationalistes français ou leurs représentants sont persécutés, envoyés en prison ou exilés, et que Génération Identitaire est promu par Valeurs Actuelles, la télévision, Zemmour et Goldnadel qui se proposent d'être leur avocat, de les défendre. Ce qui est quand même curieux quand on sait que Gilles-William Goldnadel a contribué à envoyer en prison le militant et écrivain nationaliste français Hervé Ryssen. Et effectivement, on peut se poser cette question, mais on a peut-être un début de réponse. Génération Identitaire a déclaré que l'antisionisme et la critique d'Israël n'avaient pas sa place dans ses rangs. Donc ceci peut-être explique cela. Vous dites que Zemmour souhaite affaiblir le peuple, la masse. Mais le peuple, par définition, est faible car il est une masse informe, atomisée en cellules individuelles. En quoi cela pose un problème qu'il y ait une classe supérieure et une masse? Et qu'entendez-vous par Zemmour souhaite affaiblir le peuple? Alors, qu'il y ait des catégories supérieures, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le discours d'Éric Zemmour visant à entraîner le peuple dans une guerre civile affaiblit, plus précisément, la société. Une masse informe, oui, ça tout dépend du contexte et du moment. Parce que les Gilets jaunes, c'était pas du tout une masse informe. C'était le réveil de la France périphérique qui s'est coordonnée sur tout le territoire et qui s'est révoltée.
On ne peut pas dire que c'était là une masse informe ou atomisée. Au contraire, cette révolte, donc avec un point de fixation, l'oligarchie, a permis de dépasser cette atomisation et de coaguler justement les forces. Et tout le discours d'Éric Zemmour, ce discours de guerre civile, vise justement à rediviser ce peuple qui s'est, reformé là sous la forme d'une révolte populaire, mais par la suite, si les classes moyennes s'en mêlent, une véritable révolte qui pourrait déboucher sur une révolution. Donc, quand je dis affaiblir, je le répète, le discours de guerre civile, plus précisément entraîner dans une guerre civile une société, c'est l'affaiblir. Un pays qui sombre dans la guerre civile n'existe plus. C'en est fini de lui. Je pense que c'est pas difficile à comprendre. Quel groupe, organisation, fédération ou courant musulmans nationaux ou internationaux soutiennent franchement ou indirectement Zemmour et les réseaux derrière lui? Les réseaux derrière lui, je l'ai dit, font des affaires avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On ne peut pas dire que l'Arabie Saoudite soutient Éric Zemmour, mais on peut dire que les patrons d'Éric Zemmour passent des contrats et gagnent de l'argent avec les pétromonarchies wahhabites qui sont le siège du terrorisme international. Donc, s'attaquer à elles, c'est s'attaquer aux intérêts des patrons d'Éric Zemmour. C'est pour ça qu'il s'attaque aux musulmans et à l'islam, mais qu'il ne s'attaque pas aux pétromonarchies wahhabites qui financent le terrorisme et qui alimentent idéologiquement le terrorisme, qui tuent prioritairement des musulmans, je le rappelle. Et là, effectivement, c'est logique. Quelqu'un comme Zemmour prône une alliance avec l'Arabie Saoudite qui est responsable de massacres de musulmans par centaines de milliers, notamment en Syrie et en Irak, est au fond totalement logique et cohérent. Pourra-t-on un jour assister à un débat Zemmour face à Soral? J'ai de gros doutes. J'en doute fortement. Alors. Alors, pouvez-vous faire une interview sur Zemmour dans TV Liberté? À ce jour, TV Liberté ne m'a pas invité. Je n'ai aucune nouvelle de TV Liberté. Pourrait-on parler d'une libanisation possible de la France? Milliardaire? Je ne comprends pas. L'ingénierie néocon est-elle spécifiquement basée sur les minorités ethniques religieuses comme au Liban? Le néoconservatisme, qui est une émanation en fait du judaïsme politique, emprunte au judaïsme religieux et politique sa vision du monde qui est axée sur la race. Et en cela, les milieux gauchistes et droitards pro-israéliens tiennent en fait un peu le même discours en miroir. C'est-à-dire qu'ils ne voient le monde que sous le prisme de la race, puisque le judaïsme est un racialisme. Ils voient le monde avec des races inférieures et supérieures, avec la race juive qui, d'après eux, est supérieure aux autres. Donc c'est aussi pour cela, j'en parle dans mon ouvrage, c'est pour cela que des gens comme Alain Finkielkraut, Éric Zemmour et Bernard-Henri Lévy, ils ont des points communs, vous le découvrirez, tiennent un discours pro-israélien et font la promotion de l'importation en France du modèle israélien. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont ce discours ethnique. Quelque part, chez eux, c'est culturel de voir une société simplement sous le prisme de la question raciale. Mais les uns, les gauchistes de cette confession, font la promotion de l'immigration de masse, et les autres tiennent un discours anti-ceci et anti-cela. En fait, les uns et les autres s'alimentent dans ce discours axé sur la race. Encore 6 minutes. Okay. Alors, Zemmour
Agit-il consciemment pour les intérêts d'Israël ou inconsciemment parce que juif? Alors, je dirais, moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Tout ce que je constate, c'est qu'effectivement, il tient un discours dans son ouvrage, par exemple, Destin français, pro-israélien, où il dit que la France ne se sauvera que si elle se calque sur le modèle israélien. Il le dit noir sur blanc, il l'écrit noir sur blanc, que la France va sombrer historiquement si elle ne suit pas le modèle israélien. Voilà, ça c'est un constat. Il fait franchement la promotion du modèle israélien. Maintenant, pourquoi il le fait? C'est une autre question. Ce que je constate encore, c'est que ces patrons, là on en revient toujours à la même chose, les patrons et les réseaux derrière lui sont des réseaux pro-israéliens. Donc il est cohérent avec les intérêts et la ligne politique de ses patrons. Tout simplement, c'est ce que je constate. Quant à lui, oui, lui il est juif pratiquant et il s'est satisfait d'un mariage endogame, ce qu'il reproche aux musulmans. Il reproche aux musulmans de se marier entre eux, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour les musulmans en France, alors qu'il s'est marié lui-même dans sa propre communauté. Et là aussi, c'est une contradiction frappante, remarquable. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que Rissen fait la promotion de Zemmour? Selon Henri de Lesquen, à son procès en décembre, il a affirmé que Zemmour n'est pas juif. Alors, bon, faut quand même se rappeler qu'Hervé Rissen est en prison en ce moment. Je ne sais pas s'il a toujours la même position par rapport à Zemmour. Pourquoi est-ce que, alors, de son point de vue, du point de vue d'Hervé Rissen, il défendait Éric Zemmour parce que, selon lui, Éric Zemmour faisait avancer à la télévision les idées de la droite nationale, dont Hervé Rissen, à laquelle Hervé Rissen fait partie. Bon, ça, c'est à la limite, ça peut se défendre, je veux bien, mais aujourd'hui, et depuis qu'Hervé Rissen est en prison, a-t-on vu, entendu Éric Zemmour, défenseur des patriotes français, prendre position pour Hervé Rissen? La réponse est non. Maintenant, Hervé Rissen disait que Éric Zemmour n'était pas juif. Éric Zemmour lui-même affirme qu'il est juif, donc c'est quand même difficile de parler à la place de l'intéressé. Si, il est, et la question n'est pas de savoir s'il est juif. Moi, je peux lire et citer des auteurs juifs. Pour moi, c'est absolument pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est la cohérence dans le discours. Est-ce que Éric Zemmour s'exprime en tant que patriote français ou en tant que représentant d'intérêts étrangers? Elle est là, la question. Question qu'on pourrait poser à n'importe qui. Et mettre en évidence ces contradictions, son double discours, ce n'est pas reprocher à Éric Zemmour d'être juif, mais simplement de ne pas défendre les intérêts de la France. On entend très peu Mediapart critiquer Zemmour et son clan de manière frontale. Est-ce un média sous contrôle du système en place et de Vie Plenel en tête? Cette question est très importante pour moi afin de savoir si c'est juste une contestation contrôlée. Je souhaiterais connaître votre lecture de ce média. Alors, Mediapart, c'est un peu compliqué parce que Mediapart, ils font un travail qui est parfois intéressant, mais sur le plan idéologique, ils se situent dans cette espèce de théâtre d'opposition à gauche. Et en réalité, le problème de Mediapart, du média d'Aude Lancelin et des autres, c'est qu'ils sont dans cette opposition avec cette droite zemmourienne, mais qui ne franchit pas les lignes rouges. Là, tout le discours que je vous ai tenu et ce que j'explique dans mon livre
jamais vous entendrez ces milieux de gauche les reprendre et les utiliser contre Zemmour. Parce que ça déstabiliserait justement cet équilibre des forces de fausse opposition de gauche et de droite. Donc Eddwy Plenel, faut le dire, est un ancien trotskiste. Il était à la tête, lui et d'autres, du journal Le Monde. C'est quand même quelqu'un qui vient du cœur du système. Et Mediapart est peut-être utilisé par certaines forces pour déstabiliser telle personnalité, tel homme politique, dans des cas de règlement de compte, sachant que un certain nombre d'informations véhiculées par Mediapart leur proviennent directement du ministère de l'Intérieur. Donc il est possible que Mediapart se fasse le relais de différentes forces qui viennent en partie de l'intérieur de l'appareil d'État, de la DGSI peut-être, ou de la DGSE, qui de temps en temps, via les journaux, règle certains comptes politiques et d'autres puissances. Je ne le sais pas, je peux pas. Ce que je peux dire, c'est que Mediapart se situe bien à gauche de l'échiquier et que toute cette gauche convient de ne pas sortir des limites du débat démocratique qui disqualifierait quelqu'un comme Éric Zemmour. C'est ce qui explique pourquoi ils n'ont pas dit un seul mot de mon livre sous sa version courte et de mon livre sous sa version longue qui vient de paraître. Une petite dernière question et on arrête. Alors, je lis celle que... Ok. Alors, subissez-vous des pressions? Si oui, de quelle nature? Alors, les dernières pressions que j'ai subies, c'était il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu l'affaire Zineb El Razoui, où la police m'a convoqué pour une audition, parce que j'avais relayé ma page Twitter avait relayé une coupure de presse, c'était la coupure de presse de Faits et Documents, qui révélait tout simplement que Zineb El Razoui bénéficiait par la mairie de Paris d'un appartement rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement. Et sur ordre en fait de Darmanin, ministre de l'Intérieur, un certain nombre de personnes, dont moi, ont été convoquées et on a essayé là, donc en l'occurrence, Zineb El Razoui et le ministre de l'Intérieur ont essayé quelque part de me faire inculper pour mise en danger d'autrui, parce que cette coupure de presse aurait révélé l'adresse de Zineb El Razoui, ça l'aurait mis en danger. Alors que simplement, la coupure de presse ne révélait pas son adresse, mais simplement disait que Zineb El Razoui bénéficiait d'un appartement par la mairie de Paris à rue Saint-Honoré. Or, la rue Saint-Honoré est une très longue rue où se trouve aussi le palais de l'Élysée. Et dire qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, rue Saint-Honoré, ce n'est pas mettre Emmanuel Macron en danger. Donc j'ai été convoqué par la police pour cela. Je n'ai pas été poursuivi puisqu'il n'y avait pas matière à me poursuivre. Mais en dehors de cela, le système fait comme si je n'existais pas. Ça, c'est cette politique qui est menée à mon égard depuis le début, puisqu'ils n'ont aucun argument à m'apporter et que mes livres ont été épluchés par des cabinets d'avocats dès la sortie de mon premier ouvrage. Ils ont été aussi épluchés par le CRIF. Des organisations proches du CRIF ont commandé mes ouvrages. Donc, ils connaissent le contenu de mes ouvrages et s'il y avait matière à m'attaquer en justice, ils m'auraient attaqué en justice, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, pour l'instant, ils m'ignorent. Pour l'instant. Voilà. Eh bien... La dédicace avant de finir, oui, je fais bien de me le rappeler. Donc, je rappelle que le 13 mars, de 14h à 17h, je serai présent à la librairie Vincent, 115 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e, métro École Militaire, pour dédicacer mon ouvrage et les autres ouvrages, mes ouvrages. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.